Et donc, le CAP, Centre d'aide à la performance sportive, a une quadruple mission. Tout d'abord, il offre une certaine aide à la préparation des athlètes et plutôt des athlètes de haut niveau. Il participe à la formation des cadres en collaboration avec l'ADEPS et les fédérations. Il développe certaines recherches et il participe également à la diffusion des connaissances. Et c'est bien la diffusion des connaissances qui nous rassemble ce soir. Et nous avons le privilège d'accueillir 4 jeunes et brillants collaborateurs de l'Université de Liège, en la personne de M. François Delvaux, qui prendra le premier la parole. Il sera suivi par Mme Camille Dodds et c'est Amandine Gofflot qui terminera les présentations qui sont toutes sur un thème commun qui est la prévention des blessures. Prévention des blessures qui est un domaine de recherche qui est extrêmement émergent et extrêmement foisonnant ces dernières années et qui se révélera sans doute extrêmement important également dans la période que nous allons connaître très bientôt, heureusement, c'est-à-dire la période où nous allons pouvoir nous réentraîner. Alors, la plateforme vous permet, vous pouvez le trouver dans le coin inférieur droit de votre écran, d'utiliser un chat. Et donc, sur ce chat, eh bien, je vous en prie, posez vos questions. Je rassemblerai, je résumerai ces questions. Et donc, je reprendrai la parole après l'intervention de nos 3 orateurs et oratrices de ce jour. Et je me ferai votre intermédiaire pour vous poser des questions. Nous essaierons de limiter ce webinaire à 1 heure. Je vous souhaite une bonne session, un bon webinaire et je cède maintenant tout de suite la parole à François Delvaux. Merci professeur Franco, je vous remercie pour cette introduction. J'en profite également pour vous remercier pour finalement la mise sur pied de tous ces webinaires qui étaient tous particulièrement intéressants. Je ne sais pas si nous clôturons cette série de webinaires nous ici maintenant, mais voilà, je pense que c'était vraiment une excellente initiative. Merci aussi à votre collègue Nicolas Benoît qui a aussi, je sais, assuré une partie technique pour permettre simplement l'existence de ces webinaires. Alors, bonjour à tous vous les participants. Je suis ravi moi de participer à ce webinaire ici en tant que premier orateur simplement. Ma partie ici va consister à présenter simplement la prévention lésionnelle de manière finalement assez globale, assez générale, donc faire en quelque sorte une introduction. Et puis après, je continuerai sur comment on peut faire vraiment de la prévention très concrètement sur le terrain, spécifiquement sur le membre inférieur. Et mes collègues donc parleront des membres supérieurs. Donc mon objectif pour moi ici aujourd'hui dans ce webinaire, c'est vraiment de vous fournir des informations concrètes qui vont vous permettre dès que vous pourrez retrouver les terrains de sport, de pouvoir directement mettre en place des mesures préventives pour éviter les blessures chez vos athlètes, quel que soit le sport que vous encadrez, que vous pratiquez, puisque j'imagine que vous êtes sportif, entraîneur, peut-être préparateur physique, que sais-je, mais en tout cas que le milieu du sport, évidemment, vous intéresse particulièrement. Alors, on va commencer simplement par une petite introduction où je vais juste recenser quelques éléments qui me semblent vraiment essentiels de rappeler et qui concernent effectivement un argumentaire en quelque sorte pour vous sensibiliser vraiment à l'importance de réaliser de la prévention lésionnelle. Alors, on peut poser simplement la question, voilà, pourquoi faire de la prévention lésionnelle? Et j'ai essayé de recenser en 4 grandes parties finalement ces arguments essentiels qui méritent d'attirer notre attention. Le premier point, c'est simplement que le nombre de blessures et leur sévérité ne semblent globalement pas diminuer. Alors, je m'explique, quand on regarde les études épidémiologiques qui recensent simplement le nombre et la sévérité des blessures qui surviennent dans différents sports, que ce soit des sports individuels, des sports duels, des sports collectifs, eh bien globalement, on ne peut pas dire qu'on a une réduction de ce nombre et de cette sévérité des blessures. Et même, j'ai envie de dire au contraire, pour certaines blessures, en particulier des blessures au niveau du membre inférieur, notamment les blessures musculaires comme les lésions musculaires des ischio-jambiers, et là on est encore sur des blessures plus graves, les ruptures des ligaments croisés antérieurs, eh bien c'est quelque chose qui clairement ne diminue pas, autant chez des sportifs amateurs que chez des sportifs professionnels. Et
pour nous qui sommes également évidemment des scientifiques qui travaillons à la recherche sur la prévention de blessures, ça a un côté aussi paradoxal parce que il n'y a jamais eu autant de recherches sur la prévention lésionnelle et donc beaucoup de recherches, mais toujours beaucoup de blessures. Donc on a encore pas mal de travail pour faire en sorte que les blessures soient moins fréquentes chez les sportifs. Le deuxième point, j'imagine que ça ne manquera pas d'intéresser les entraîneurs qui sont ici présents, c'est que les conséquences sportives d'une blessure peuvent potentiellement être importantes. Alors évidemment, on est d'accord que certaines blessures ne génèrent pas des conséquences extrêmement problématiques, hein, une petite contusion, une petite entorse ou un petit accident musculaire. Parfois, ce n'est que quelques jours d'arrêt et puis après, ça passe. Mais quand on rencontre les blessures sévères, eh c'est clair que les conséquences peuvent quand même être parfois importantes sur différents aspects. Tout d'abord, on sait que pour certaines blessures, l'absence compétitive est parfois très longue. Mes collègues vous parleront peut-être d'instabilité d'épaule. Quand vous avez une intervention chirurgicale pour instabilité d'épaule, ça va vous mettre plusieurs mois sur le carreau. Quand vous avez une rupture du ligament croisé antérieur, on a toujours tendance à considérer 6 mois d'arrêt, mais c'est en général bien plus que ça, puisque en général on a un délai de plusieurs semaines entre le moment où on se blesse et où on subit son intervention chirurgicale, et puis après on est parti pour 6 à 9 mois de rééducation, donc on arrive très fréquemment à 1 an parfois d'absence compétitive. Donc potentiellement ça peut être très long. Une autre conséquence sportive, c'est que revenir au niveau sportif d'avant blessure peut représenter un challenge. C'est d'autant plus vrai, évidemment, que l'on parle des blessures sévères. Ici, nous sommes en train, avec notre équipe à l'Université de Liège, d'essayer de publier un article pour l'instant sur les plasties du ligament croisé antérieur. Donc, on a fait une étude sur des gens qui ont eu une rupture du ligament croisé antérieur et qui ont été opérés pour reconstruire ce ligament croisé antérieur. On s'est aperçu, en fait, que sur la cohorte que nous avions étudiée, seuls environ 60 à 65% des sportifs, qui étaient tous des sportifs amateurs, donc seuls 60 à 65% des sportifs revenaient à leur niveau d'avant la blessure. Donc c'est quand même assez interpellant parce que finalement on laisse quasiment 40% des athlètes, malgré parfois une très bonne rééducation, ces athlètes ne sont pas capables de revenir au même niveau qu'auparavant. Et je pense qu'on doit respecter le fait que même au niveau amateur, revenir jouer dans son équipe à son niveau que l'on estime intéressant pour soi, c'est quand même un objectif tout à fait respectable en soi. Mais voilà, 40% des sportifs ne reviendront pas au niveau d'avant la blessure. Une troisième conséquence, en sport collectif en particulier, parce qu'en sport individuel, on est bien conscient qu'une blessure va vous empêcher de pouvoir performer individuellement et essayer d'avoir les meilleures performances possibles. Mais en sport collectif, plusieurs études ont également montré que il y avait un lien assez évident, et ça a été démontré notamment dans le football de haut niveau, que plus vous avez des blessures durant une année dans une équipe, plus vous avez de chances d'être moins performant dans votre championnat et même dans les coupes continentales. Donc par exemple, les coupes d'Europe de football, ça c'est très clair qu'on a vraiment moins de chances d'être performant dans les coupes d'Europe ou dans les championnats domestiques quand on a plus de blessés. Je pense que c'est vraiment des éléments importants pour les entraîneurs. Et puis un dernier point aussi pour l'athlète aussi, c'est qu'une carrière peut être raccourcie suite à une blessure. On a pas mal de données, notamment qui nous viennent des États-Unis. Les États-Unis qui sont quand même un pays où la recherche est particulièrement développée, notamment dans le domaine de la traumatologie du sport. On sait que des sportifs qui ont eu une rupture du ligament croisé antérieur, c'est-à-dire une entorse grave du genou, dans les joueurs de NBA, par exemple, donc de basketball, de hockey, en NHL, de football américain en NFL, on sait que les carrières sont tout à fait raccourcies quand vous avez eu ce type de blessure. Donc, vous comprendrez que, effectivement, les conséquences sportives peuvent parfois vraiment être particulièrement importantes. Le troisième point pour l'athlète, en particulier, c'est que sa santé peut être impactée sur le long terme. Alors l'exemple évidemment qui nous vient le plus vite en tête, c'est l'arthrose, c'est le développement d'arthrose. Je reviens à nouveau sur la rupture du ligament croisé antérieur. Alors excusez-moi, je vais beaucoup parler de ces entorses graves de genoux ici aujourd'hui. Ce ne sont pas les seules blessures évidemment dont je vais parler, mais je vais en parler pas mal parce que c'est très clairement la pathologie la plus étudiée par les scientifiques qui s'occupent de prévention lésionnelle ou de médecine ou de kinésithérapie du sport. Et donc,
donc cette rupture du ligament croisé, eh bien, en fait, on s'est aperçu de par diverses études publiées ces dernières années, vraiment des études de qualité, qu'une personne qui a une rupture de ce ligament croisé antérieur, eh bien, elle a 4 fois plus de chances de développer de l'arthrose précocement au niveau du genou qu'une personne qui n'a jamais eu de blessure, qui n'a jamais eu ce type de blessure-là. Donc ça veut dire que la santé effectivement de l'athlète, elle peut quand même être impactée sur le long terme. Et voilà, typiquement l'exemple de l'arthrose vient apporter de l'eau au moulin de ce constat. Et puis enfin, un dernier point, c'est le coût financier d'une blessure. Alors, le coût financier d'une blessure, évidemment, c'est d'autant plus important que l'on parle de sport de haut niveau. À titre d'exemple, chez les footballeurs du top niveau européen, un mois d'absence, ça équivaut à environ 500 000 € de pertes sèches pour le club. Donc c'est quand même quelque chose d'assez colossal. Ils ont les moyens, certes, probablement, mais quand même 500 000 €, c'est quand même énorme. Mais même au niveau amateur, on est quand même sur quelque chose d'assez problématique. Par exemple, aux États-Unis, une toute dernière étude ici vient d'essayer d'estimer les coûts liés simplement à nouveau aux reconstructions du ligament croisé antérieur. On dépasse les 6 à 7 milliards par an, donc 6 à 7 milliards de dollars dépensés par an par la société pour reconstruire simplement les ligaments croisés. Vous comprendrez que c'est un coût, si on pouvait réaliser de la prévention et éviter ne fût-ce que la moitié de ces blessures-là, on économiserait énormément d'argent. Donc voilà simplement en introduction quelques bonnes raisons pour lesquelles faire de la prévention me semble particulièrement important. Alors, la question suivante, évidemment, c'est comment faire de la prévention. Alors, on va d'abord simplement aborder ici une première démarche théorique. Il existe une démarche en fait théorique très simple pour faire de la prévention de manière rigoureuse, de la manière la plus efficace possible. Il est nécessaire simplement de suivre ce qu'on appelle la séquence de prévention qui a été développée déjà dans les années 90. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et donc, il s'agit d'une démarche en 4 temps où vous allez vous poser 4 questions. La première question, c'est simplement, dans la discipline que je pratique ou pour lequel j'entraîne certains sportifs, quelle blessure est-ce que je souhaite éviter? Évidemment, vous, individuellement par rapport à votre sport, à vous de définir simplement l'incidence, la sévérité des principales blessures que vous pourriez rencontrer dans votre activité, dans votre discipline sportive. Sur base de ces blessures, on arrive à la deuxième étape, et là, il s'agit d'essayer vraiment de comprendre les mécanismes de la blessure. Alors, les mécanismes de la blessure, c'est savoir expliquer comment la blessure survient, savoir expliquer pourquoi la blessure survient. Donc, en gros, on va essayer de comprendre tout ce qui concerne les mécanismes lésionnels et notamment les facteurs de risque de la blessure. Les facteurs de risque, ce sont tous les éléments qui vont prédisposer l'athlète, qui vont rendre l'athlète susceptible à une blessure. Il existe énormément de facteurs de risque que je n'aurai pas l'occasion de tous citer ici parce que je vais me cibler surtout sur la troisième étape. Cette troisième étape, c'est vraiment l'étape concrète que je vais détailler par après dans cet exposé. C'est vraiment concrètement, sur base des blessures qu'on veut éviter, sur base des facteurs de risque et des mécanismes lésionnels que l'on a identifiés, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Et en particulier aujourd'hui, je me baserai sur le terrain, durant l'entraînement. Que peut-on faire pour réduire la fréquence des blessures? Et puis le quatrième point, c'est simplement évaluer l'efficacité de votre programme préventif par la question, est-ce que ce que j'ai fait, ce que j'ai introduit dans mes entraînements, et même ça dépasse le cadre des entraînements, est-ce que ça a été efficace? Et donc, voilà, dans cet exposé, je vais surtout me cibler sur l'étape numéro 3, concrètement, vraiment, que fait-on? Qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain? Alors, avant de démarrer vraiment ces notions très concrètes sur le terrain, il faut que l'on situe un petit peu le cadre en quelque sorte et que l'on détaille simplement les éléments qui sont des éléments absolument fondamentaux à mettre en place lorsque l'on réalise de la prévention lésionnelle. Alors pour moi, le premier élément clé, c'est réaliser un bilan médical de début de saison. Donc un vrai bilan médical chez un médecin de médecine sportive dans l'idéal, chez un médecin de médecine physique spécialisé dans le sport également, chez un bon médecin généraliste, simplement pour faire un petit bilan, parler un peu de ses antécédents, parler un petit peu éventuellement des risques qui dépassent simplement le risque de blessure, notamment au niveau du membre inférieur, mais la santé de manière générale. Je pense que c'est vraiment le temps de discuter un petit peu avec un médecin de son activité physique et des potentiels risques qui sont liés. Le deuxième point,
un point très important aussi, c'est maximiser la compliance et l'adhérence au programme préventif. Si vous arrivez, vous, en tant qu'entraîneur, avec un programme très ambitieux, préventif, avec des exercices de renforcement, avec des exercices de proprioception, etc., essayez vraiment de faire en sorte que les athlètes s'approprient ce programme préventif, ressentent le besoin, la nécessité de réaliser ces exercices-là, parce que c'est pas toujours bien compris par les sportifs. On a parfois l'impression, dans certains cas, qu'on peut embêter en quelque sorte avec un travail entre guillemets un petit peu invisible nos sportifs, mais c'est vraiment très important parce que plus vous aurez cette adhérence du sportif au programme, meilleurs seront vos résultats. Toutes les études l'ont clairement démontré. Le troisième point, c'est la gestion de la charge de travail. Il faut gérer la charge de travail, ça c'est important. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il y a eu un webinaire, un très bon, un excellent webinaire animé par le professeur Franco et par Nicolas Benoît, notamment au regard de confinement. Mais la gestion de la charge de travail par rapport à la prévention de blessures, c'est absolument essentiel. Contrôler l'intensité, contrôler le volume notamment, essayer d'éviter d'avoir des variations d'intensité et de volume qui seraient trop abruptes d'une semaine à une autre, ménager des périodes de repos, tout ça c'est vraiment important et je vous renvoie vraiment à ce très bon webinaire qui avait eu lieu début du mois de mai. Le quatrième point, c'est une action de front sur plusieurs facteurs de risque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne doit pas se contenter d'essayer d'avoir une vision trop étriquée, trop simpliste de la cause d'une blessure. On ne peut pas dire, tiens, cet athlète-là, il s'est blessé, c'est parce qu'il court mal. Probablement parce qu'il court mal, il y a un lien avec la blessure, mais peut-être que s'il était plus fort au niveau des ischio-jambiers, s'il était plus mobile, si on avait mieux géré son sommeil, si on avait mieux géré sa charge de travail, peut-être que aussi ces éléments constituaient des facteurs de risque. Donc il faut essayer d'agir de front sur plusieurs facteurs de risque et ne pas aller chercher un seul facteur de risque, même si ce facteur de risque est peut-être le plus important. Et puis le cinquième élément clé de la prévention, c'est essayer d'adopter une bonne hygiène de vie et un équipement adéquat. Alors, je ne vais pas non plus m'étendre là-dessus, simplement au niveau de l'hygiène de vie. On a, je pense, déjà discuté dans les webinaires aussi d'alimentation, d'hydratation. Moi, je voudrais juste parler de sommeil. Je crois qu'on en a parlé un petit peu aussi dans un webinaire. Mais le sommeil, c'est vraiment important. Hein. J'ai noté qu'une dernière étude qui est sortie et qui montrait que chez les adolescents qui avaient moins de 8 heures de sport par semaine, eh bien, il y avait très clairement un risque de blessure qui était nettement accru par rapport à ceux qui présentaient plus de 8 heures de sommeil par nuit. Évidemment, il ne s'agit pas d'une seule nuit, il s'agit de manière générale sur plusieurs semaines. Mais vraiment, cela peut avoir une influence sur la survenue des blessures. Alors après avoir essayé de bien situer le cadre et de contrôler ces éléments clés dans la prévention, il faut simplement se poser la question ici maintenant. Vous pouvez vous poser la question, vous qui êtes ici derrière votre ordinateur avec vos sportifs ou pour vous-même, pour votre groupe de sportifs, est-ce que vous souhaitez réaliser de la prévention de manière collective ou de la prévention individualisée? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La prévention collective, ça veut dire que, en gros, tout le monde à l'entraînement va faire la même chose. Vos 10 joueurs de volley, vos 18 joueurs de foot, ils vont tous faire la même chose. Ils vont faire les mêmes exercices, c'est le même programme. Globalement, tout le monde est au même régime. Par opposition, évidemment, à la prévention individualisée, où vous vraiment essayer de cibler un petit peu plus les déficits d'un individu pour essayer, évidemment, d'apporter une réponse qui serait en adéquation avec ces déficits. Alors, évidemment, il existe des avantages et des inconvénients de méthode. La prévention collective, c'est très simple à mettre en place. On arrive à l'entraînement, on fait tous le même programme. Il n'y a pas vraiment d'évaluation à faire. Donc, en termes de budget, en termes de temps même, ce n'est pas quelque chose de très chronophage, de très problématique. À l'inverse, la prévention individualisée nécessite évidemment une évaluation des forces et des faiblesses de l'athlète et donc, eh bien, ça nécessite un petit peu plus de temps. Et donc, j'ai envie de dire que cette prévention individualisée, elle est un petit peu plus spécifique pour le sportif du haut niveau. On a eu l'occasion de présenter un colloque, cette prévention individualisée. Donc, vraiment, si vous avez du temps, si vous avez un athlète qui a priori est plutôt un athlète de haut niveau, même si un athlète amateur a tout à fait la possibilité de faire de la prévention individualisée, c'est clair que la prévention collective sera vraiment privilégiée par une majorité des entraîneurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, aujourd'hui, je ne cherche pas évidemment à opposer ces deux types de prévention. On fait les deux au quotidien. Mais pour ce webinaire spécifiquement aujourd'hui, comme il s'agit plus d'un webinaire, on va dire, grand public, je vais surtout cibler sur la prévention collective.
Et donc, je switch ici directement sur la prévention de blessures spécifiquement au niveau des membres inférieurs. On vient de parler des 5 éléments clés. Ces 5 éléments clés de prévention devraient être associés à ce que j'appelle 4 piliers de la prévention de blessures aux membres inférieurs que je vais détailler dans les prochaines minutes. C'est simplement la réalisation d'un échauffement, le renforcement musculaire, le contrôle neuromusculaire, c'est-à-dire la proprioception, et les qualités de gestuelle, la technique sportive. Alors le premier point, je vais aller très vite, puisque à nouveau, c'est peut-être un des avantages de passer en dernier dans les webinaires, mais voilà, le 30 avril, il y a eu aussi un excellent webinaire par le professeur Jacques Duchâteau, qui est évidemment une référence tout à fait dans le domaine. Donc moi, je vous invite simplement à visionner ce webinaire et ce webinaire qui insistait effectivement sur la nécessité de pratiquer un échauffement de qualité. Donc je ne vais pas m'étendre simplement plus là-dessus. Je pense également que, j'imagine que vous, en tant qu'entraîneur notamment, vous êtes conscient évidemment de l'importance de cet échauffement. Le deuxième point, je vais passer un petit peu plus de temps, c'est le renforcement. Préparer la musculature à l'effort, ça c'est quelque chose qui me semble tout à fait fondamental. Alors pour 2 grandes raisons. La première raison, c'est protéger les muscles à risque. Vous savez que les muscles à risque, spécifiquement au niveau du membre inférieur, c'est 4 grands muscles qui sont d'ailleurs 4 muscles polyarticulaires, les ischio-jambiers, le quadriceps, les adducteurs et le triceps sural. Je dirais que c'est un petit peu la hiérarchie, même si entre quadriceps et adducteurs, il y a un peu match en termes de fréquence en termes de fréquence lésionnelle tout simplement. Alors un petit truc pour protéger correctement ces muscles à risque lorsque vous faites du renforcement, essayez progressivement. J'insiste sur le progressivement, d'augmenter l'intensité des exercices. Ça, c'est fondamental. Si on reste tout le temps sur des exercices à faible intensité avec un gros volume, on n'est pas forcément dans une intensité très élevée. Donc, progressivement, on va se rapprocher d'une force quasiment maximale. Ça, c'est vraiment la meilleure manière de protéger ces muscles qui seraient à risque. Et le deuxième point, à côté de l'intensité, c'est le degré d'allongement. Quand vous travaillez votre musculature, essayez de travailler dans des secteurs articulaires qui sont importants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un secteur articulaire important? Eh bien, ça veut dire, et vous pouvez le voir ici sur les 2 images que j'ai notées, eh bien, vous voyez ici, par exemple, quelqu'un qui renforce ses ischio-jambiers sur une leg curl couchée, donc une machine pour les ischio-jambiers, eh bien, comme sa hanche est en extension, eh bien, il va tout le temps faire des mouvements qui ne vont jamais l'emmener en étirement complet des ischio-jambiers. Donc, ça veut dire qu'on n'aura jamais un degré d'allongement qui sera particulièrement élevé chez cet athlète. Et donc, je ne dis pas que cet exercice est mauvais, je dis simplement que si l'on ne fait que cet exercice-là, eh bien, ça ne suffira pas. On pourra avoir une très bonne intensité, ça c'est très bien. Par contre, un degré d'allongement, le degré d'allongement ne sera jamais suffisant. Donc, ça veut dire qu'on doit essayer d'inclure dans nos protocoles de prévention des exercices à haut degré d'allongement, comme par exemple ici un deadlift, un single leg deadlift, j'ai même envie de dire un single leg deadlift, Romanian single leg deadlift, donc un soulevé de terre roumain. Simplement, peut-être que cet exercice n'est pas un exercice à très haute intensité, mais par contre, il présente un haut degré d'allongement, puisqu'ici, vous voyez cette demoiselle qui, penchée vers l'avant ici avec le genou quasiment en extension ou proche de l'extension, eh bien, elle est en étirement des ischio-jambiers et donc, en gros, elle habitue son muscle à se contracter de manière préférentiellement excentrique, c'est-à-dire en allongement, dans une position d'allongement maximal qui correspond à la position lésionnée. Alors, à côté évidemment de l'objectif de protéger les muscles à risque, eh bien, il faut aussi essayer de protéger au niveau articulaire. C'est le rôle aussi de la musculature. Et pour protéger au niveau articulaire, eh bien, il faut renforcer de manière globale les muscles du tronc, de la hanche, du genou, des chevilles. Et cette petite image simplement pour symboliser le fait que tout est imbriqué. Si vous travaillez votre musculature au niveau du tronc, vous avez un meilleur gainage, vous allez avoir un meilleur contrôle de votre genou. Si vous travaillez votre hanche, vous allez avoir un meilleur contrôle de votre genou et de votre cheville aussi. Donc, on a des imbrications entre les différents sites anatomiques. Donc, il faut travailler de manière globale. Si vous considérez que pour faire de la prévention d'entorse de cheville, par exemple, il ne faut travailler que la cheville, eh bien, on se trompe probablement. Il faut travailler les segments un peu plus proximaux, puisque la cheville est aussi contrôlée par les mouvements du tronc, ainsi que par les mouvements au niveau de la hanche et du genou notamment. Donc voilà, on ne va pas entrer dans le détail ici, mais des exercices de gainage, des exercices de renforcement au niveau de la hanche, et évidemment genoux et chevilles seront vraiment tout à fait fondamentaux pour protéger au niveau articulaire.
Alors, au niveau, le troisième point, c'est l'amélioration du contrôle neuromusculaire, c'est-à-dire de la proprioception. On le sait, ce travail proprioceptif permet clairement de réduire le risque de traumatisme ligamentaire, donc d'entorse. Donc, par exemple, travailler avec des BOSU, ça coûte un peu cher, mais ça peut être intéressant. Si vous arrivez à contextualiser un petit peu plus votre travail préventif, ce sera d'autant plus intéressant pour maximiser l'adhérence de vos sportifs. Donc, typiquement ici, une joueuse de handball avec simplement un tapis roulé qui travaille sa proprioception au niveau cheville avec des passes, c'est très intéressant. Ou voilà ici une même situation avec du dribble. Et puis, on peut arriver à des choses un petit peu plus sportives et de haut niveau, je dirais, avec, vous voyez ici, Andy Murray qui réalise des frappes en tennis sur un Suisse. Là, évidemment, on est sur du haut niveau. Et puis le quatrième point, dernier point ici, c'est obtenir simplement une qualité de gestuelle optimale. Et là, évidemment, il faut analyser un petit peu dans votre sport comment vous pourriez améliorer la gestuelle. Alors, en général, au niveau du membre inférieur, on a 3 axes. Le premier axe, c'est la course. Pas forcément uniquement le sprint, mais c'est la course à pied. Améliorer votre gestuelle de course, essayez d'avoir une course bien souple, avec un bon cycle antérieur, avec une bonne symétrie. Voilà, on ne va pas redétailler tout ça, mais c'est vraiment important d'avoir une bonne qualité de gestuelle, même si vous ne faites que du jogging à vitesse lente. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à avoir une répartition de pression et à finalement éviter certaines blessures. Le deuxième point, c'est le saut. Si vous avez des sauts dans votre discipline, et vous pouvez le voir ici très clairement, une bonne gestuelle de saut sur la photo de gauche avec un bon alignement en genou, cheville, tandis qu'ici, on a ce qu'on appelle un valgus, c'est-à-dire les genoux en X, qui sont très problématiques parce qu'elles peuvent amener à des problèmes articulaires importants et notamment des entorses graves au niveau du genou. Donc, ça fait partie de la gestuelle à obtenir aussi. Et puis évidemment, on a aussi les changements de direction. On voit ici une très belle image, ici c'est chez cette joueuse internationale de handball, avec un excellent alignement entre la hanche, le genou et la cheville lors d'un changement de direction qui est probablement particulièrement intense vu la zone d'attaque dans laquelle elle se trouve. Alors, un dernier petit point, évidemment, je vous ai parlé de 4 piliers ici. Il y a d'autres choses à réaliser. On peut réaliser des étirements, on doit travailler son endurance. On peut encore travailler d'autres éléments comme la pliométrie. Je voudrais juste attirer votre attention sur la pratique des étirements parce que je n'en ai pas encore discuté. Il faut juste savoir ici que le fait d'être souple ou de pratiquer régulièrement des étirements, mais on ne peut pas dire d'un point de vue scientifique, moi je ne peux pas vous affirmer que ça réduit le risque lésionnel. Donc le fait de dire étirez-vous sinon vous allez être blessé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment affirmer. Donc simplement, on n'est pas sur un élément préventif tout à fait majeur. Mais j'aimerais bien simplement qu'on ne se trompe pas dans le message que je fais passer ici maintenant. Je ne suis pas en train de dire on laisse les étirements à la poubelle, que du contraire, moi, parmi les sportifs que j'entraîne, je consacre pas mal de temps pour des étirements parce qu'on a besoin d'une souplesse pour être performant et ça peut tout à fait, chez certaines personnes, être important d'étirer pour éviter les blessures. Simplement, on doit simplement juste, je pense, considérer les étirements à leur juste valeur, c'est-à-dire ce n'est pas un élément préventif tout à fait majeur pour une majorité de sportifs. Et donc, en résumé ici, je vous ai parlé des éléments clés, les 5 éléments clés. Je vous ai parlé des 4 piliers d'entraînement que sont l'échauffement, le renforcement musculaire, le contrôle neuromusculaire et la gestuelle et la technique. Le mariage des deux devrait logiquement, si ce programme est bien réalisé, réduire la survenue des blessures chez vos sportifs. Voilà, je vais céder maintenant la parole à mes collègues pour la partie membres supérieurs. Désolée, donc bonjour à tous. Nous allons maintenant aborder les spécificités de la prévention au niveau du membre supérieur. Et on va commencer par quelques chiffres. Il faut savoir que dans les sports qui sollicitent particulièrement le membre supérieur, l'épaule est une articulation qui est fréquemment lésée. Et donc, on voit ici au niveau des chiffres que, par exemple, en handball, ça constitue 22 à 28% des joueurs qui sont concernés par des douleurs d'épaule au cours d'une saison. En natation, on est sur des chiffres relativement similaires avec de nombreuses lésions de sursollicitation. C'est le cas également en volleyball et finalement en tennis, on a une incidence de blessures qui se situe aux alentours des 16%. Les mécanismes lésionnels, ils peuvent être de 2 types. Premièrement, des lésions de type traumatique avec des phénomènes de luxation, de fracture ou encore d'entorse. Et deuxièmement, des lésions plutôt micro-traumatiques, dites de sursollicitation.
Et c'est particulièrement ces lésions qui vont nous intéresser aujourd'hui en termes de prévention, avec des phénomènes de tendinopathie de la coiffe, de conflits ou encore d'épaules douloureuses instables ou de neuropathie périphérique. Facteurs de risque de lésion de l'épaule chez l'athlète qui sollicite particulièrement le membre supérieur, ils ont été pas mal discutés, pas mal observés dans la littérature. On distingue deux types de facteurs. Premièrement, les facteurs intrinsèques qui sont propres à l'individu. Et on a par exemple la notion d'antécédent lésionnel, des notions d'hyper-hypomobilité articulaire, des notions de déséquilibre ou de faiblesse musculaire, ou encore la dyskinésie scapulaire. Et tous ces points vont être abordés par après. Et nous avons également donc le nombre d'années de pratique, l'indice de masse corporelle, le genre ou encore le niveau de jeu qui peuvent venir influencer l'athlète quant à son risque de blessure. Ces facteurs doivent être associés à des facteurs extrinsèques que sont la charge d'entraînement, nous en discuterons par après également, la position sur le terrain ou encore le contexte de pratique de l'activité, à savoir si nous sommes en match ou à l'entraînement. L'ensemble de ces facteurs vont faire que l'athlète est susceptible ou non de se blesser. Bonjour à tous, donc je vais prendre la parole pour vous présenter les premiers facteurs intrinsèques modifiables. Donc un facteur intrinsèque qui est fort décrit dans la littérature, c'est la modification de la mobilité au niveau de l'articulation gléno-humérale. Alors on constate chez les sportifs qui sollicitent leurs membres supérieurs qu'il y a une diminution de la rotation interne. La rotation externe peut être augmentée ou diminuée selon la pratique sportive. La mobilité totale, quant à elle, sera plutôt diminuée. Et il y a également une diminution de l'adduction horizontale. Alors ici, vous pouvez retrouver différents exercices que l'on peut proposer aux athlètes pour lutter contre ces modifications de la mobilité. Alors, pour le premier exercice, il va être utile pour lutter contre l'enroulement des épaules. Le deuxième exercice permettra d'étirer les structures antérieures de l'épaule. Le troisième exercice va permettre de lutter contre la diminution de la mobilité en adduction horizontale. Et enfin, le dernier exercice, aussi appelé sleeper stretch, va permettre d'étirer la capsule postérieure des athlètes. Alors, parmi les facteurs intrinsèques modifiables, il y a également les déséquilibres des muscles de la coiffe des rotateurs. Alors, les profils peuvent être différents selon la pratique sportive. On peut retrouver une diminution de la force des rotateurs externes et une diminution du ratio rotateur externe sur rotateur interne. On peut également retrouver une faiblesse des rotateurs internes en mode concentrique à vitesse rapide. Alors, il faut savoir que les rotateurs externes et rotateurs internes en mode concentrique ont un rôle protecteur. En effet, la majoration de la force excentrique des rotateurs de 1 Nm réduit le risque de lésion chez les sportifs de 1%. Alors, ici, ce sont de nouveau différents exercices qui peuvent être employés chez le sportif. Le premier exercice, le push-up plus, est un exercice qui est très sollicitant au niveau des muscles de la coiffe. Comme vous pouvez le voir ici en dessous, c'est le degré d'activation des différents muscles de l'épaule par rapport à la force maximale isométrique du sujet. Donc on voit que ça active énormément les muscles de l'épaule. Un simple exercice avec un élastique sollicite déjà de façon assez importante ces mêmes muscles. Et enfin, le dernier exercice, le prone horizontal abduction à 90 degrés, permet également de solliciter de manière assez importante les muscles de l'épaule. Même si cela reste assez bien controversé dans la littérature, la dyskinésie scapulaire est fréquemment décrite comme un facteur de risque de blessure chez l'athlète qui sollicite particulièrement le membre supérieur. Il faut savoir que la dyskinésie scapulaire consiste en une anomalie de position de la scapula au repos ou en une anomalie du mouvement de la scapula lors d'élévation du bras. Il faut savoir que ça concerne beaucoup d'athlètes, dit overhead, donc 66%, et que différents auteurs ont décrit un lien donc, entre la présence d'une dyskinésie dite évidente ou encore la présence d'une dyskinésie associée à une augmentation de la charge d'entraînement
ou encore la diminution de la sonnette externe de la scapula à 45 degrés et 90 degrés d'abduction, et l'apparition de lésions de pathologie au niveau de l'épaule. Cette dyskinésie scapulaire, elle peut avoir des causes diverses. Elles peuvent être d'ordre neurologique, d'ordre articulaire, mais aussi d'ordre musculaire. Et le plus souvent, on fait face à un déséquilibre de force et d'activation des muscles stabilisateurs de la scapula. Et c'est ce qui va nous intéresser en termes de préhension notamment, mais aussi de raideur au niveau des tissus mous périscapulaires, à savoir au niveau de la coiffe postérieure et au niveau du petit pectoral. Et cette raideur peut être contrée par les exercices décrits précédemment. En termes d'exercices, donc pour renforcer les muscles stabilisateurs de la scapula, il y en a de nombreux. Donc vous avez le premier exercice ici à gauche, donc le prone V thumbs up, qui vient particulièrement solliciter le trapèze inférieur, mais aussi donc des exercices de type rowing qui viennent solliciter les muscles interscapulaires. Ici, une petite vidéo qui va illustrer différents exercices destinés à renforcer donc, les muscles interscapulaires. En cas de dyskinésie, ces muscles ont tendance à être sous-activés ou à avoir un manque de force. Et donc, vous avez ici donc, différents exemples avec chaque fois le pourcentage d'activation au niveau donc, du trapèze moyen et du trapèze inférieur qui sont décrits sur la vidéo. Ces exercices, ils renforcent également en partie la coiffe des rotateurs et donc ils vont être intéressants en termes de prévention. Vous voyez ici un petit travail en chaîne fermée. En marge de travail des interscapulaires en cas de dyskinésie scapulaire, le dentelé va être également intéressant à renforcer par des exercices donc de rétropulsion, d'antépulsion au niveau de l'épaule, donc des exercices de push-up plus. Comme on voit ici au niveau de la vidéo, vous avez chaque fois le pourcentage d'activation, mais également des exercices qui sollicitent la scapula en sonnette externe, comme un exercice de scaptation ici sur la vidéo, ou un exercice encore de wall slide qui peuvent être réalisés donc avec et sans charge. Alors, au niveau des facteurs extrinsèques, le facteur le plus significatif est la charge d'entraînement. Donc, peu importe la partie du corps, l'augmentation de la charge d'entraînement entraîne une augmentation de la survenue des blessures. Plus particulièrement au niveau de l'épaule, une étude a montré qu'une augmentation de 2% de la charge d'entraînement ou une augmentation entre 20 et 60% de la charge d'entraînement associée à un déficit des rotateurs externes ou à une dyskinésie scapulaire augmente le risque lésionnel. Allons maintenant aborder un côté un petit peu plus pratico-pratique avec un exemple donc chez le nageur. Et si on reprend un petit peu les données de la littérature, chez le nageur de façon spécifique, on a pu démontrer que la dyskinésie scapulaire ainsi qu'une hypo- ou hypermobilité en rotation externe gléno-humérale constituaient des facteurs de risque de lésion. On a pu également donc observer que chez des nageurs avec des douleurs d'épaule, il y avait une faiblesse du trapèze moyen, donc qui peut être associée à la dyskinésie scapulaire, ainsi qu'une raideur au niveau petit pectoral grand dorsal, mais également une diminution de l'endurance des muscles latéraux du tronc, qui a été testée donc par un exercice de gainage latéral. Tous ces points ils peuvent être abordés, ils peuvent être traités par des exercices spécifiques. Et vous avez ici une petite vidéo donc, qui illustre des exercices tout simples qui peuvent être faits avec très peu de matériel, donc très peu coûteux, qui peuvent être faits sur le terrain. Il faut savoir que dans la collaboration que nous avons à Liège avec la Fédération francophone de natation, nous testons à plusieurs reprises les nageurs, les nageuses du centre de formation. À savoir, nous faisons des mesures cliniques, des mesures de force au niveau isocinétique, mais également des tests fonctionnels, des tests de proprioception, de manière à individualiser un maximum donc, les exercices de prévention qu'on peut proposer donc, à ces nageurs qui ont souvent un niveau national, voire international. Donc, vous avez ici donc l'illustration de différents exercices
en chaîne ouverte, en chaîne fermée, qui viennent solliciter donc à la fois les muscles interscapulaires, également la coiffe des rotateurs selon différentes modalités. Ces exercices sont bien sûr associés à des étirements, donc au niveau petit pectoral, au niveau de la coiffe postérieure et au niveau grand dorsal. Vous voyez, avec du matériel varié, il y a vraiment moyen de faire pas mal de choses. On est ici sur un dernier exercice, donc avec TRX. Tous ces exercices, on l'a dit auparavant, ils doivent bien sûr être associés à une gestion de charge d'entraînement correcte, donc éviter d'avoir une augmentation brutale de la charge d'entraînement et donc toujours respecter les notions de progressivité, et ça peut se faire notamment donc par le biais de questionnaires où l'athlète, le joueur enseigne le nombre d'heures d'entraînement ainsi que la charge interne qu'il ressent. Et un dernier point qui peut être abordé ici dans le cadre de la natation, c'est finalement l'importance de la technique et le fait qu'une mauvaise technique gestuelle peut amener à des blessures. Et vous avez ici donc l'illustration d'une vidéo d'un travail qui a été réalisé au sein du laboratoire d'analyse du mouvement humain, donc toujours dans cette collaboration que nous avons avec la Fédération francophone belge de natation. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, eh bien, merci beaucoup pour ces exposés qui, je pense, couvraient globalement très très bien toute cette problématique de la prévention des blessures. Alors, peut-être de manière un peu... Eh bien, nous n'avons... Ah, voilà, la première question vient d'arriver. J'allais dire, on n'a pas de questions, mais heureusement, moi j'en ai, parce que j'en ai toujours. Mais Émile, nous demande si l'état psychologique du sportif a un impact sur le risque lésionnel. Y a-t-il une place pour l'investigation biopsychosociale dans le bilan du début de saison? Alors, je crois qu'il s'adresse à vous trois, donc je ne sais pas qui souhaite prendre la parole. Moi, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Et on le fait parfois chez certains sportifs par le biais de questionnaires, notamment questionnaire POMS qui peut être utilisé. Et effectivement, c'est un moyen de situer un petit peu le sportif sur le plan émotionnel et de pouvoir détecter des états psychologiques qui pourraient être à risque de blessure. Oui, là, merci. Moi, j'avais une autre question, peut-être pour préciser ce que vous avez montré tout à l'heure, qui était bien intéressant, mais vous parlez à certains moments de pourcentage d'activation. Je ne pense pas que vous ayez expliqué comment on mesure ces pourcentages d'activation, et c'est des pourcentages d'activation de quoi, et comment est-il possible d'avoir un pourcentage d'activation qui soit finalement supérieur à 100%? Je pense que le public pourrait se poser la question. Je vais commencer par répondre. Donc, le pourcentage d'activation qu'on a montré, c'est par rapport à la force isométrique, donc il n'y a pas de mouvement de la part du sujet. Et on peut développer une force supérieure lorsqu'on réalise un mouvement où l'on freine une charge. Là, on va développer plus de force encore lors de ce mouvement isométrique. Alors, il y a différentes façons de calculer la force isométrique. Je ne sais pas si François veut intervenir à ce sujet-là. Non, pas spécialement par rapport à ceci, c'était surtout au niveau épaule, mais effectivement, je pense qu'il y a différentes manières, notamment avec des électromyographies de surface. J'imagine que c'était ici le cas, Ouais. par rapport à une évaluation maximale. Donc, on demande vraiment aux sportifs de forcer vraiment à 100%, le plus fort possible, sans mouvement. On considère qu'on a une activité électrique, on considère que c'est le 100%. Et puis, simplement, on reprend cet enregistrement électromyographique dans différents exercices, et on peut calculer un pourcentage qui potentiellement se rapproche, voire dépasse les 100% si on a une activité qui effectivement va être supramaximale avec probablement un travail excentrique à haute intensité. Alors, probablement.
D'accord, merci. Alors, l'ancien nageur que je suis, évidemment, est intéressé particulièrement par la dernière partie et les belles images que vous avez montrées. Vous n'avez pas évoqué l'utilisation des paddles. En fait, c'est quelque chose qui est très, très fréquent chez les nageurs, Ouais. avec toujours ce grand débat, faut-il utiliser de grandes paddles parce qu'ils croient se muscler beaucoup, et puis, de temps en temps, ces paddles ne pourraient-elles pas elles-mêmes être à l'origine de certaines lésions de surcharge? C'est une très bonne question. C'est vrai que c'est un outil qui est fréquemment utilisé. Je pense qu'il faut toujours avoir le compromis entre améliorer la performance et éviter de léser son athlète. C'est quelque chose qui peut être utilisé et qui a énormément d'importance, mais je pense qu'il faut l'intégrer de façon progressive. Et chez un nageur qui n'est pas habitué, ne pas commencer à aller mettre des paddles pour toutes les sessions. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'il va falloir éviter à partir du moment où on sent que l'athlète est en surcharge, à partir du moment où l'athlète a des douleurs. Je pense que c'est un des premiers éléments qu'il va falloir enlever en termes d'entraînement que pour permettre aux tissus cicatriser, et puis il faudra les réintroduire de façon progressive dans l'entraînement sur une session, 2 sessions, 3 sessions. En termes de kilométrage, il faudra calculer tout ça. C'est vraiment, je pense, en termes de gestion de charge d'entraînement qu'il faudra calculer à ce moment-là. Je pense qu'un athlète qui est habitué, qui a l'habitude des longues sessions, sur de nombreuses sessions, ça ne va pas lui poser de problème. Quelqu'un qui a une épaule déjà fragilisée, il va falloir le réintégrer tout à fait progressivement dans sa pratique. Merci. Alors, une question qui vient de m'arriver et qui pose la question, en fait, de l'intégration de l'imagerie mentale dans les stratégies de prévention des blessures. Est-ce qu'on peut relier ça à des notions d'intentionnalité dans des exercices à réaliser? Une très bonne question. C'est quelque chose qui est pas mal utilisé, notamment chez l'athlète blessé. Donc, pour éviter de perdre trop en termes de proprioception, en termes de force musculaire, c'est des choses qui sont pas mal utilisées. Donc, je pense effectivement qu'en termes de prévention, ça pourrait être intéressant à intégrer au travail et aux exercices qu'on va faire avec le sujet. J'ai pas connaissance en termes de littérature, d'études qui évaluent ça, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant en pratique. Je ne sais pas ce que François et Amandine en pensent. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que moi, je n'ai pas connaissance non plus d'études, on va dire, à grande échelle, comme ça, sur l'intérêt vraiment, l'efficacité d'un travail préventif. Alors, il faut savoir évidemment que pour déterminer l'efficacité d'une mesure préventive, ce sont évidemment des études qui sont extrêmement longues et complexes avec des cohortes particulièrement importantes, puisqu'il faut qu'il y ait un certain nombre de blessés finalement pour qu'on puisse déterminer chez ces personnes blessées s'il y a effectivement un lien avec la caractéristique en question. Et donc, comme on est sur un champ, je pense, tout à fait novateur, finalement, qui est apparu il y a assez peu de temps, on n'a pas encore de recul vraiment au niveau scientifique par rapport à cette méthode. Mais je reste aussi persuadé qu'on est sur des technologies, il faut face à des méthodes, en tout cas, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des technologies très, très affûtées qui sont plus que probablement prometteuses, même en prévention primaire, aussi en prévention secondaire, certainement, pour retrouver une fonctionnalité, peut-être un geste qu'on aurait perdu suite à une perturbation importante à cause de la lésion, mais même en prévention primaire, avant que l'athlète ne soit blessé une première fois, je reste persuadé qu'on va pouvoir développer des éléments vraiment intéressants. Bien, alors si on fait tout ce que vous nous avez expliqué de manière extrêmement rigoureuse, quantitativement, de combien de pourcents peut-on espérer réduire la prévalence des lésions, évidemment pas les lésions traumatiques, hein, mais essentiellement les lésions de surcharge? Est-ce qu'on a des données là-dessus? À combien est-ce qu'on va arriver à... On a des données là-dessus, évidemment.
en compte. Il y a effectivement cette compliance, on sait que c'est très important la compliance, la régularité, mais c'est clair que quand on prend vraiment du recul par rapport aux études, donc en gros on va consulter les méta-analyses, les revues systématiques sur le sujet, les programmes préventifs globaux qui font intervenir les différents éléments dont on a parlé ici. Sur le risque lésionnel global, on peut dépasser les 50% de réduction de risque lésionnel. Donc ça veut dire qu'on a un pouvoir, on a un levier extrêmement puissant. Réduire de 50% les blessures en prenant simplement certaines mesures finalement assez simples, il n'y a rien de particulièrement complexe, je pense à cela, eh bien, certaines études montaient à 60-70% de réduction du risque lésionnel. Là, je parle du risque lésionnel global, évidemment. Après, quand on peut essayer d'aller détailler un petit peu entre le micro-traumatique, donc la surcharge tendineuse, osseuse éventuellement, bon, les choses sont peut-être un petit peu moins claires à ce niveau-là. Par contre, au niveau du risque traumatique pur, notamment le risque, par exemple, d'entorse de cheville ou de genou, oui, on a vraiment des réductions extrêmement importantes. En tout cas, au niveau des membres inférieurs, on a vraiment des éléments qui sont fondamentaux et pour lesquels on doit encore vraiment, je pense, arriver à trouver des astuces pour que ça soit réalisé sur le long cours sans avoir de lassitude, se renouveler tout le temps et faire en sorte que l'athlète, finalement, il participe avec plaisir aussi à ce type de travail. Voilà, donc tu me tends très très bien la perche pour la question suivante. Donc, l'effet est un effet qui est un effet tout à fait majeur. Il y a une question qui vient d'apparaître sur le chat et qui pose, disons, la question de l'abord, de l'approche dans l'éducation. Et donc, est-ce qu'il est possible, par exemple, d'aborder cette prévention des blessures, et j'imagine qu'on pense plus à de jeunes sportifs, de manière ludique, par exemple? Effectivement, ça peut être intéressant, ça peut être une manière de favoriser finalement cette compliance, qui est vraiment la partie la plus compliquée de la mise en place de prévention. Je pense que le premier point, pas forcément donc chez le jeune athlète, mais chez l'athlète de manière générale, est de lui faire comprendre l'intérêt finalement déjà de cette prévention. Si il ne va pas y adhérer. Donc ça, c'est la première chose. Faire comprendre l'intérêt aussi à l'entraîneur. De routine, je pense que c'est vraiment une routine à mettre en place, une espèce de fréquence à mettre en place en accord avec l'entraîneur et l'athlète, et puis des exercices ludiques ou éventuellement l'intégration de ces exercices dans un échauffement pour éviter donc une certaine parfois perte de temps, ce que certains entraîneurs considèrent comme une perte de temps. Et c'est vrai que c'est une approche qu'on essaye un petit peu de développer, en tout cas au niveau membre supérieur, cette intégration d'exercices à l'échauffement, voir si ça permet d'avoir une meilleure compliance en termes de prévention lésionnelle. Maintenant, c'est sûr que chez le jeune, je pense que le fait de mettre des exercices ludiques peut favoriser cette compliance. C'est pas ce que mes collègues en pensent. Merci. Alors Cédric demande si ce que j'appellerais sans doute l'aquajogging, donc ce qu'il dit la course en piscine avec un gilet de flottaison, peut être considéré comme un exercice de prévention. Il demande s'il existe des protocoles que vous pouvez recommander à ce sujet. Alors, moi, je vais peut-être répondre ici. Est-ce que ça peut être considéré comme un exercice de prévention? J'ai envie de dire oui et non. Ça ne me semble pas être l'élément le plus important à mettre en place pour faire de la prévention. J'imagine que quand on parle de course en piscine, on parle surtout au niveau membre inférieur, et peut-être moins au niveau épaule. Donc, ça peut être un élément, par contre, de décharge de votre athlète. Donc, c'est-à-dire de consacrer une session si vous avez quelqu'un qui fait de la course à pied ou qui a des grosses charges au niveau membre inférieur. Dans ce sens-là, ça peut être considéré effectivement comme un travail qui présente une réelle sollicitation des organismes, peut-être pas au même point que en course traditionnelle, mais ça peut être intéressant de décharger en quelque sorte l'athlète, et en ce sens-là, effectivement, ça peut être un élément préventif intéressant. Par contre, pour tout ce qui est plutôt vraiment traumatique, je ne pense pas vraiment, parce qu'il faut vraiment habituer l'organisme à réaliser justement des appuis
ailleurs qu'en piscine. En ce qui concerne le protocole, voilà, moi j'ai pas de connaissance de protocole vraiment spécifique préventif à proprement parler, mais on utilise, par exemple, nous au sein de Sport Carré, de la cellule Sport Carré du CHU de Liège, on utilise la jogging en réathlétisation. Donc vraiment, quand on a un athlète qui n'a pas la possibilité effectivement de poser le pied au sol ou qu'il est trop tôt pour commencer à avoir un appui très franc avec toute la charge du corps, c'est clair que c'est un élément qui est vraiment très très intéressant, et en ce sens aussi ça contribue à la prévention secondaire et à une meilleure rééducation. Très bien, merci. Peut-être une dernière question qui vient de ma part, mais c'est la question de savoir comment un entraîneur peut évaluer en fait l'efficacité du programme de prévention qu'il met en place. Alors vous avez montré effectivement des petits tests que vous faisiez passer aux nageurs, et puis vous avez évoqué des tests cliniques, mais lui, comment peut-il faire sous-jacent que j'ai là, c'est de dire, est-ce que finalement faire un relevé de manière très systématique de l'apparition des blessures n'est pas lui aussi finalement un indicateur à moyen terme de l'efficacité du programme que l'on met en place? Et si oui, comment est-ce qu'on peut faire ça? Oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, je pense qu'une mesure très simple pour un entraîneur, c'est utiliser un tableau Excel simplement, et vous notez simplement la disponibilité chez le sportif, c'est-à-dire votre athlète n'est pas blessé. Chaque jour de l'année, votre athlète n'est pas blessé, il a une case verte. Chaque jour de l'année, votre athlète est blessé pendant une certaine période, et bien une case rouge simplement. Et globalement, quand on prend un peu de recul, évidemment, on a une image qui se dessine, et on peut éventuellement, évidemment, formuler des hypothèses quant à l'efficacité de son propre programme préventif. Donc pour moi, juste effectivement avoir un suivi des blessures très simple, avec un petit tableau Excel que l'on met à jour peut-être ne fût qu'une fois par semaine, en quelques minutes, eh bien c'est vraiment comme ça que je vois moi l'étape dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire juste simplement une évaluation de la potentielle efficacité des mesures préventives. Eh bien, il me reste à vous remercier d'avoir consacré du temps à la fois à participer et à préparer et à donner ce webinaire. Je pense que c'était ma foi très intéressant et abordait extrêmement bien cette problématique importante de la prévention des blessures. Donc, mesdames, messieurs, ce webinaire sera mis sur le site YouTube du CAPS vraisemblablement dans les tout prochains jours. Donc, si vous ne l'avez pas suivi ou si vous ne l'avez pas suivi entièrement, ou si vous voulez le resuivre, eh bien, il sera à votre disposition. Ce sera en fait le dernier webinaire que j'appellerai de la saison, puisqu'en fait, nous sommes maintenant en période de déconfinement, et donc nous allons devoir de manière plus insistante nous intéresser à la reprise de l'activité des athlètes. Et bien, nous reviendrons avec des webinaires en septembre, mais bien sûr, nous vous tiendrons informés, et si vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez pas de les déposer sur le compte Facebook du CAPS. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et à très bientôt. Merci à tous, bonne soirée. Merci à tous. Merci.